Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à la mairie du 12e arrondissement où nous fêtons les 10 ans d'Anticor. Et je vous propose de découvrir tout de suite quelques membres du bureau d'Anticor et du conseil d'administration. Anticor a été créé en 2002 à la suite de ce second tour de l'élection présidentielle qui a vu Jean-Marie Le Pen donc devant les électeurs. Donc Anticor a été créé non pas dans un esprit partisan, un esprit de parti politique, mais ce sont une poignée d'élus autour de Séverine Tessier qui se sont rassemblés pour dans un esprit donc de sursaut citoyen. Il s'agissait de réhabiliter la confiance en la politique, en nos élus, lutter contre l'abstention. Il s'agissait également de lutter contre le vote vers les extrêmes. Autour d'Anticor, il y avait donc quelques élus et également avec Éric Alphen qui est devenu notre président d'honneur. Alors après, ça a été un peu difficile. On n'était pas très nombreux. Au départ, en plus, on avait mis que l'association était réservée aux politiques. On a commencé à prendre le bâton de pèlerin, à aller à droite et à gauche dans toute la France, à faire des réunions. Il pouvait y avoir 10 personnes, il pouvait y en avoir 50. Et on a essayé plus ou petit à petit de faire passer l'idée que la lutte contre la corruption, c'était important et que surtout, c'était le citoyen en mettant son bulletin dans l'urne, qui pouvait faire modifier le climat politique en France. Malheureusement, je pense que oui. Je pense que dès qu'on a un peu de pouvoir, dès qu'on est en mesure de décider, on est sensible à ce qui peut modifier la décision, et notamment en vertu de ce que certains appellent les cadeaux et de ce que d'autres appellent des pots de vin. Je pense qu'il y a toujours, dans les grosses sociétés, notamment d'eau, il y a toujours des gens qui sont destinés à aller au contact du politique. Je pense qu'il y a toujours dans les partis politiques des gens qui sont destinés à avoir les mains sales, à avoir les contacts avec les entreprises, à diriger la fabrication des comptes bancaires à l'étranger et donc quelque part à avoir des armées de porteurs de valises, parce que ça existe toujours. Et je pense que tant que cette action politique sera ce qu'elle est, ce ne sera malheureusement pas modifié. Alors parmi ce qu'on pourrait envisager, et ce qui est simple pour essayer déjà d'améliorer les choses, c'est diluer le pouvoir. C'est pour ça qu'à Anticor, on est pour le non-cumul des mandats depuis très longtemps. On a vu que quand un maire était en place depuis 20, 25, 30 ans, quand un député était là depuis trop longtemps, au bout d'un moment, il connaît trop de monde, il connaît les chefs d'entreprise, il connaît les gens influents, il a du mal à résister aux pressions, et notamment les pressions de l'amitié. Et du coup, quand on est là que pour 5 ans ou 10 ans, quand on n'a qu'un seul mandat, eh ben je pense que quelque part, ça contribue à la lutte contre la corruption. Je suis cofondatrice et porte-parole d'Anticor. La raison principale de mon engagement au sein d'Anticor et en créant cette association, c'est la colère. La colère d'une citoyenne et la colère d'une élue, désespérant devant cette crise de confiance et devant le délabrement de l'intérêt général du fait de la corruption qui a un coût démocratique, mais aussi un coût social et un coût économique très important. La corruption est à la fois une cause et une conséquence de la forte montée de l'abstention et de ce que certains appellent la sinistrose électorale. D'ailleurs, la carte électorale de l'abstention et du vote extrême épouse celle des affaires.
Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons décidé de créer Anticorps. À l'époque, j'étais élue avec d'autres collègues pour réhabiliter la politique, d'une part, et d'autre part, évidemment, lutter contre la corruption. Les paradis fiscaux sont des zones non contrôlées où circule l'argent et où on peut blanchir l'argent sale, tout simplement à travers des comptes dissimulés sur lesquels il n'y a aucune fiscalité et qui sont souvent associés à des paradis bancaires et judiciaires. Donc il est très difficile d'obtenir des informations et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Anticorps s'est engagé à travers une plateforme baptisée Stop Paradis Fiscaux qui appelle à lutter contre ces zones de non-droit. Je crois qu'il faut d'abord savoir quel est le coût démocratique de la corruption. Dans la corruption, le peuple perd sa confiance envers les mandataires, car le lien entre le peuple et ses mandataires est d'abord un lien de confiance. Et aujourd'hui, on a un indicateur d'alerte. 72% de la population pense que les hommes politiques sont plutôt corrompus. C'est un taux qui est le plus élevé depuis 30 ans, depuis qu'on pose la question chaque année aux Français. Et si on veut un autre indice, on a aujourd'hui le mot oligarchie qui revient de plus en plus souvent. Ce mot oligarchie, il a été employé d'abord pour désigner les personnalités qui, en Russie, avaient accaparé une partie importante de la richesse après la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, on emploie de plus en plus ce mot pour désigner un petit nombre qui joue un rôle majeur et souvent néfaste dans la vie politique française. Donc la corruption a un coût démocratique. Ensuite, la corruption a un coût économique. Lors de l'opération Main propre, le Conseil de l'Europe a envoyé des experts pour faire la différence après-avant. Eh bien, après l'opération Main propre, après les enquêtes judiciaires qui avaient permis de neutraliser certains comportements de corruption à Milan, on s'est aperçu que le coût de certains ouvrages d'art, le coût du métro, le coût du nouveau terminal aéroportuaire de Milan, avait baissé de 30%. Donc avant-après, 30%. Et puis, je veux dire, si on se réfère à la vie politique française, en France, nous avons payé 460 millions d'euros pour ne pas connaître les auteurs des commissions et rétrocommissions dans l'affaire des fracas de Taïwan. Secret défense a été opposé, l'enquête n'a pas pu se poursuivre et tout le monde a dû payer 460 millions d'euros, les contribuables, pour ne pas connaître les responsables. Donc la corruption a un coût démocratique, elle a un coût économique, et j'ajoute que ce coût économique est d'autant plus mal ressenti en période de crise, c'est-à-dire dans une période où on demande au plus grand nombre de faire des sacrifices. Alors je suis membre du comité de parrainage d'Anticorps, donc je fais partie des quelques-uns qui ont rejoint Anticorps dès sa constitution en 2002. J'étais magistrat, j'avais accompagné l'embellie des années 1990 où la justice commençait à faire à peu près son travail en matière économique et financière. Je voyais venir aussi la fin de ce mouvement à partir des années 2000-2002. Anticorps s'est constitué. Effectivement, j'étais un peu seul avec quelques magistrats, évidemment, mais un peu seul dans ce signal d'alarme, ce signal d'alerte qu'il fallait donner. Anticorps s'est constitué, au départ avec certains élus, et j'ai considéré que c'était une excellente façon de construire la réflexion que de la construire avec des personnes qui n'étaient pas forcément des magistrats, mais qui avaient eux-mêmes un engagement résolu en ce domaine. J'ai réfléchi à ce sujet lorsque j'étais en fonction à la 31e chambre correctionnelle de Paris, qui est compétente en matière économique et sociale. Donc je devais en principe juger les affaires qui venaient
du fameux pôle économique de la rue des Italiens. En réalité, durant les 3 ans que j'ai passés comme vice-président dans cette chambre correctionnelle, j'ai vu très peu d'affaires importantes. Très peu d'affaires importantes, en réalité, et beaucoup d'affaires totalement secondaires, à la limite d'affaires qui n'auraient jamais dû venir devant une juridiction de jugement. Et là, c'est vrai que se pose une question de sa fonction en tant que magistrat, et puis on se pose une question sur l'égalité des citoyens devant la loi. Car on sait bien qu'il y a des affaires aux enjeux considérables. La presse en dévoile quelques-uns seulement, et on sait bien que ces affaires n'arrivent pas ou arrivent très édulcorées devant des juridictions de jugement, de façon tout à fait exceptionnelle, par le hasard des circonstances devant les juridictions de jugement. Là, il faut effectivement sortir de son statut strict de magistrat, se rappeler qu'on est citoyen, et dans le cas d'associations comme Anticor, mais il y en a aussi d'autres qui jouent un rôle important, Sherpa, Transparency, mais Anticor joue un rôle capital dans ce domaine, effectivement, lancer l'alerte, faire en sorte que d'autres citoyens soient informés, motivés, engagés sur ce sujet. Non, on ne peut absolument pas dire que les élus sont tous pourris. Ceux qui disent cela ne visent qu'à une seule chose, c'est à détruire notre démocratie. Nous sommes en France environ 500 000 élus, en comptant les élus des petites villes, de nos villages, des élus qui pour l'immense majorité sont des élus qui sont au service du bien public, qui parfois mettent de l'argent de leur poche pour pouvoir mener à bien leur mandat. Donc je pense que c'est totalement faux. Ce qui se passe en réalité, c'est que une certaine proportion des grands élus, les parlementaires, les maires de grandes villes, les présidents de région ou de conseils généraux, certains d'entre eux se conduisent mal. Il y a à ce moment-là les médias qui s'en mêlent, et nous sommes donc informés uniquement des mauvaises pratiques de certains élus. Et nous ne sommes pas informés du travail remarquable qui est fait par l'immense majorité des élus. Donc on pourrait dire qu'il suffit en fait de quelques moutons noirs pour détruire l'image des élus et faire tomber la confiance de nos concitoyens. Ben oui, effectivement, je crois qu'il y a un devoir pour chaque citoyen de dénoncer la corruption. Ceci étant dit, ce n'est pas facile, effectivement, pour n'importe quel citoyen de dénoncer la corruption. Déjà, pour qu'un citoyen ait des informations importantes concernant la corruption, il faut souvent qu'il occupe soit dans l'État, la hiérarchie de l'État, soit dans la hiérarchie de sa commune, sa région, etc., ou dans son entreprise, un poste relativement important pour être au fait justement de ces délits que l'on peut dénoncer, que l'on doit dénoncer. Donc déjà, il faut avoir une certaine position sociale pour pouvoir être informé de ces délits et pouvoir dénoncer ces délits sans être attaqué par la position inverse en tant que, comment dirais-je, délateur, en tant que délateur. Donc c'est pas une question facile. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, nous demandons que les lanceurs d'alerte, justement comme on les appelle, puissent bénéficier d'une aide et d'un soutien juridique de telle manière qu'ils ne soient pas dans leur entreprise ou dans n'importe quel organisme être sujets à des revers importants qui pourraient les mettre dans l'embarras, leur faire perdre leur travail, etc. Donc il est évident pour nous que les citoyens doivent s'engager dans cette voie, à savoir dénoncer
les malversations qui sont commises par la classe politique, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Mais ceci étant dit, encore une fois, ce n'est pas facile et nous comprenons fort bien qu'il y ait des réticences de la part de nos citoyens. Il faut donc, c'est absolument indispensable, faire une loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Vous venez d'entendre les témoignages de certains des membres du bureau et du conseil d'administration. J'espère qu'ils vont toucher, qu'ils vous ont convaincu et qu'ils vous pousseront à adhérer, à nous rejoindre et à nous aider autant que vous pouvez. Bonne soirée.